Malgré toutes les évidences, malgré tous les chiffres qu'on a, malgré tous les arguments que tu peux balancer à ces gens-là, la Macronie s'efforce de façon désespérée à défendre le bilan économique de Bruno Le Maire, donc l'ancien ministre de l'économie, parce qu'il y en a un nouveau. La Macronie s'efforce de faire croire que l'économie française va bien. Aux gens qui bossent, qui sont salariés, qui gèrent une grande famille, qui n'ont pas nécessairement les moyens de s'acheter une Rolls-Royce, ça doit sonner comme une insulte pour ces gens-là. Puisque on a cet article du Figaro qui sont pas, disons que ils ont un côté macronien dans leur ligne éditoriale, mais ils versent pas dans la propagande comme pourrait le faire BFM TV. Donc on a cette interview du nouveau ministre de l'économie, monsieur Antoine Armand. Il a un nom-prénom tellement générique, tellement cliché franchouillard que j'arrête pas de l'oublier. Excusez-moi. Ma mémoire qui me fait un peu défaut. Donc monsieur Antoine Armand, que vous voyez ici, est le nouveau ministre de l'économie. Donc c'est lui qui gère Bercy, c'est un des ministères les plus importants en République. Et il a été invité sur le plateau de France Inter, sur la radio du coup, et il a avoué que la France avait un des pires déficits de son histoire. Mais c'est pas ce qui me choque. Pour le coup, c'est vrai, la France a vraiment un des pires niveaux de déficit de son histoire. On est très très loin du maximum qui est autorisé par les traités européens. Contrairement à l'Allemagne, qui malgré leur situation économique désastreuse, sont quand même, je crois qu'ils sont à 2,9% de déficit. Alors, la question que nous devons nous poser, c'est face à la gravité de la situation budgétaire, comment est-ce que chacun peut contribuer intelligemment? Non mais c'est ce genre de formulation creuse qui sert à rien, qui veut rien dire. Nous devons tous nous concerter, chacun nous devons contribuer, débattre, la discussion. Mais ta gueule, on te demande pas de débattre, de réfléchir, on te demande de faire des choses, de faire en sorte que l'économie française juste se porte. On n'a pas besoin qu'elle se porte bien, c'est déjà trop vous demander. Juste qu'elle existe, qu'elle soit pas complètement inexistante. Donc, faire la part des choses est très important. Invité sur France Inter, il a salué le travail mené par son prédécesseur Bruno Le Maire, sans pour autant nier la difficile situation budgétaire dans laquelle la France est plongée. La France est devenue le pays le plus attractif d'Europe. Notre croissance est supérieure à celle de l'Allemagne, alors qu'avant on la prenait comme exemple, et le taux de chômage est au plus bas depuis 40 ans. Alors, il y a beaucoup de vrai dans ce qu'il est en train de dire, parce que je suis allé vérifier les chiffres de l'INSEE, parce que je suis pas débile, et en effet, le chômage, alors il n'est pas au plus bas historique, parce que là, on est quand même autour de 7, alors qu'avant, on était à 6,8, voilà, on pinaille un peu, mais c'est vrai que le taux de chômage est bas. Regardez ici, donc ça, c'est le taux de chômage en France hors Mayotte, et ça, c'est la France métropolitaine. La France hors Mayotte, généralement, c'est-à-dire incluant les dom-tom, ça augmente le taux de chômage. Genre les dom-tom, généralement, ils ont un taux de chômage qui est plus conséquent que la France métropolitaine. Donc ici, on est à entre 7,2 et 7,3. C'est vrai que c'est un taux qui est plutôt bas. Là, regardez alors, à partir du donc plutôt du 4e trimestre de 2022, c'est très petit, j'arrive pas à lire, je vais devoir m'éloigner un peu du micro. 2022 T4, voilà, donc le 4e trimestre. Ici, on était à peu près à 7, et là, ça a très légèrement augmenté. Pourquoi? Parce que l'inflation monstrueuse qu'on a connue en 2023. C'est vrai. D'un autre côté, alors j'avais trouvé cet article, j'essaie de le retrouver, voilà. La France est classée comme étant le pays européen le plus attractif pour les investissements étrangers. C'est un truc en anglais, vous en faites pas, on va pas le lire, c'est juste que ça nous dit, voilà, il y a eu pas mal de politiques, il y a eu la loi Pacte, il y a eu pas mal de choses, ce qui fait que EY, donc EY qui est un cabinet de conseil qui fait partie des 4 grands cabinets de conseil avec Deloitte, KPMG et je me rappelle plus qui. Donc c'est un cabinet de conseil. Aussi, ils font aussi du lobbying, parce que quand tu es consultant, tu es lobbyiste aussi. Un cabinet de conseil va forcément faire du lobbying aussi. Ils ont rangé la France comme étant le pays le plus attractif d'Europe. C'est un cabinet privé, ce n'est pas une institution, une ONG, un truc international, ça vaut ce que ça vaut. En fait, c'est comme si moi, j'étais en freelance, j'étais consultant en freelance, et je faisais un classement des pays en termes d'attractivité. Tout en haut, je vais mettre le Guatemala, et tout en bas, je vais mettre l'Allemagne. Non, mais c'est purement subjectif, gardez ça en tête. Surtout que EY a tendance à se tromper. Là, on est un peu dans les informations de niche, je vais pas trop détailler. Mais bon. Donc, pourquoi est-ce que la France a attiré énormément d'investissements étrangers? Donc, on a ici 1194 projets. Donc déjà, 2 choses. Par rapport au bilan de monsieur Le Maire, je vous renvoie à la vidéo que j'avais réalisée sur l'économie française.
sous le mandat de Bruno Le Maire. Alors, j'ai réussi à vous la trouver, en même temps, j'ai pas eu à chercher loin. Le bilan désastreux de Bruno Le Maire en 10 chiffres. Je vous renvoie à cette vidéo qui date d'il y a 11 jours, donc que j'avais réalisé début septembre. Où en gros, on avait vu un article qui nous faisait le détail de plein de chiffres qu'il faut prendre en compte pour estimer la qualité de l'économie française. Alors, c'est vrai, pour l'instant, que la France est attractive au niveau européen. C'est vrai que la croissance est très élevée. La croissance est plus élevée que ce qui était escompté, plus élevée que l'Allemagne, c'est vrai. Le chômage est bas, sauf qu'il y a tout un tas de chiffres qui révèlent qu'en réalité, faut voir l'autre côté de la médaille. On a un problème en France, c'est le problème de la bureaucratie. C'est-à-dire que, alors déjà, avant d'aller là-dedans, par rapport à l'inflation, c'est vrai que l'inflation, on peut peut-être espérer moitié 2025, ça selon les prévisions de l'OCDE, on peut peut-être prévoir que la croissance, que l'inflation va revenir à un taux de 2%, qui est un taux idéal. 2% d'inflation, c'est parfait. Moitié 2025. Sauf que, bande de trouducs, l'inflation va baisser, mais l'augmentation des prix, qui est en train de ranger énormément de ménages dans la précarité, bah les prix vont pas baisser. Du con, ils vont pas baisser, ils ont augmenté, c'est fini, ils ont atteint des niveaux historiques. Bien sûr, le ministre de l'économie, M. Armand, ne va pas du tout nous en parler. Les prix ont atteint des niveaux historiques, une inflation monstrueuse. Les prix vont pas redescendre au niveau d'avant. Hein. Ça s'appelle une déflation, et en général, c'est encore pire. Ça m'étonnerait pas que le gouvernement provoque une déflation vu les réformes désastreuses qu'ils opèrent. Bon, désastreuses, je suis peut-être un petit peu sévère. Mais en même temps, de la part d'un gouvernement qui fait limite de la propagande, et que c'est relayé dans les médias, honnêtement, ça me... Permettez-moi d'être sévère. Alors, ensuite, je vous disais, la France a un sérieux problème. Le sérieux problème de la France, c'est la bureaucratie, c'est le fait que les gouvernements successifs, à chaque fois, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Je voudrais faire une vidéo pour analyser à peu près l'état des dépenses. Parce que ça aussi, c'est un gros problème, c'est que le déficit a fortement augmenté. Le déficit, c'est quoi? On le confond souvent avec la dette. Alors, non, la dette, c'est l'état d'endettement d'un pays. À quel point un pays est endetté par rapport à son PIB. Donc, un pays va produire un tel degré de richesse. Combien est-ce qu'il va utiliser pour rembourser? En fait, c'est un peu ça la logique. Sauf que le déficit, c'est pas ça. Le déficit, c'est la différence entre les recettes et les dépenses. Trop de dépenses publiques, enfin un déficit trop élevé. Normalement, c'est 3% maximum en Union Européenne. La France est bien au-dessus. Je vous renvoie encore une fois à ma vidéo. Le déficit, c'est la différence entre les dépenses et les recettes. Ça veut dire qu'un déficit élevé, bah, ça veut dire que la France ne peut pas se financer, en fait. Donc, elle doit constamment... En fait, c'est ça qui est très grave par rapport au déficit. C'est que la dette publique, c'est une chose. C'est pas nécessairement mauvais, la dette publique. C'est vrai qu'à un moment, il faut la rembourser. Tous les États s'endettent pour financer leur économie. Par contre, le déficit, ça veut dire qu'avec toute la dette qu'on a, avec tout ce que la France dépense, en fait, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour couvrir toutes les dépenses, avec ce que la France gagne. Donc, c'était soulevé la question des impôts. Je crois qu'il en parle, il en avait parlé, voilà. L'augmentation des impôts pour les particuliers. Ils sont en train de nous dire, alors on va peut-être lire le paragraphe pour que vous voyez là où je veux en venir. Le Premier ministre Michel Barnier avait évoqué dimanche des prélèvements ciblés sur les personnes fortunées ou certaines grosses entreprises pour contribuer à redresser les finances publiques fortement dégradées et menacées par une nouvelle dérive du déficit cette année, après un premier dérapage en 2023. À l'instar des chefs de gouvernement, du chef du gouvernement, M. Armand a répété que les classes moyennes ne seraient pas concernées par une éventuelle hausse de la fiscalité. Permettez-moi d'en douter, hein, généralement, puisque les classes... Pourquoi est-ce que c'est souvent les classes moyennes qui en pâtissent? Parce que ce sont les plus facilement fiscalisables, imposables, pardon. Les classes moyennes, généralement, c'est des classes qui commencent à avoir certains patrimoines, sauf que les classes moyennes, elles peuvent avoir du patrimoine qu'on peut imposer, elles peuvent avoir des revenus, souvent c'est des revenus, c'est du salariat qui est imposable. Il y en a qui détiennent du patrimoine immobilier qui est très facilement imposable. Le problème, c'est qu'ils sont beaucoup plus facilement imposables. C'est eux qu'on va viser parce que les plus grandes fortunes et les plus grandes entreprises, leur fortune, leur patrimoine est beaucoup plus diffus. D'où le fait qu'ils avaient transformé l'ISF en impôt sur l'immobilier parce que l'immobilier est beaucoup plus facilement taxable que les fortunes. Je défends pas, je dis juste que voilà, c'était un peu la logique qu'il y a parce que le gouvernement Macron est le gouvernement le plus dépensier qu'on a eu, je crois, ces 30 ou 40 dernières années.
C'est un truc de malade. Les dépenses ont fortement augmenté, l'intervention de l'État a fortement augmenté. On en vient au problème principal de la France, c'est la bureaucratie, c'est le fait qu'on se retrouve avec un pays où il y a une immense bureaucratie, on sait pas ce qu'elle fout. Allez voir les conseils régionaux, allez voir les secrétariats d'État, allez voir, enfin je dis pas qu'il faut aller là-bas pour fonctionner, non, c'est vraiment aller vous-même dans tout ce qui est les services déconcentrés de l'État, les collectivités territoriales. C'est pas parce que c'est des régions, c'est des collectivités, c'est des territoriales que je vais m'empêcher d'être sévère envers elles. À chaque fois que tu as un fonctionnaire qui produit quelque chose, qui guide, qui prend des décisions, ben en fait, il faut toute une équipe derrière, des communicants, des RH, des administrateurs, et tous ces gens-là, faut bien les payer. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas augmenter les cotisations, alors tu vas créer un nouvel impôt, une nouvelle taxe sur une micro-niche d'entreprise que tu vas trouver. Et à ce moment-là, c'est un cercle vicieux en fait. C'est un cercle vicieux. C'est ça. Et le problème, c'est que comme il y a le quinquennat, généralement le quinquennat qui est généralisé, chaque nouvelle administration, je parle des ministères, va essayer d'apporter sa pierre à l'édifice. La réforme de machin truc. Moi, je m'appelle, je sais pas, Martin Dupont, je vais faire une loi qui va instaurer machin truc, qui va être la loi Dupont, comme ça on va se souvenir de moi dans les livres d'histoire. Et au final, ça fait que la France se retrouve avec des dépenses monstrueuses, avec une bureaucratie immense. On sait même pas ce qu'ils font. C'est une boîte noire, ce qui se passe là-dedans. À la rigueur, on a des chiffres de l'INSEE qui nous disent, voilà, tel ministère a dépensé là-dedans, là-dedans, là-dedans. Mais qu'en est-il de toutes les équipes, de tous les salaires, je sais pas comment c'est pour les fonctionnaires, les indemnités, tout ça, l'argent qui est perçu. C'est pas pour m'attaquer aux fonctionnaires. Moi, je m'attaque à la bureaucratie, le poids de cette administration qui est gigantesque, qui fait que même quand on a des performances économiques comme ça, qui sont à relativiser, encore une fois, désolé si j'insiste, je vous renvoie ma vidéo sur le bilan désastreux de Monsieur le Maire. Même quand on a des performances admirables, bah en fait, il suffit de faire quelques recherches pour voir que ce n'est que excusez-moi, je sentais une odeur un peu bizarre. Du coup, je vous disais, en fait, c'est que la partie qu'ils veulent bien montrer. C'est-à-dire que un ministre de l'économie qu'on ramène sur le plateau de France Inter et qui parle uniquement du chômage et de l'attractivité qui a été décidé par Random Cabinet de Conseil numéro 4, c'est quand même gravissime. Il parle du déficit, il dit oui, le déficit est désastreux, tout ça. Donc, à quoi ça sert d'avoir des bonnes nouvelles comme ça, comme la croissance, comme le chômage, si c'est pour se retrouver avec une administration qui est de plus en plus grosse, des dépenses de l'État qui sont de plus en plus élevées, et une précarisation. C'est ça qui est génial. La France échappe, l'économie française, la 5e République, échappe à toutes les tentatives d'analyse de tous les économistes, qu'importe les écoles de pensée, les Autrichiens, les néoclassiques, les classiques. Est-ce qu'il y a encore des économistes classiques sérieux aujourd'hui? Je ne pense pas. Les post-keynésiens, tout ça. On a un État qui échappe à toutes les règles économiques, c'est-à-dire qu'on a un État où les plus riches s'enrichissent, où les classes moyennes n'existent plus. Là, soit t'as énormément de patrimoine et t'es très riche, soit t'as pas grand-chose et en fait tu vas commencer à vivre au jour le jour. Dans quelques décennies, je pense, tout indique que c'est ce qui va se passer. On a des entreprises qui payent quasiment plus d'impôts aujourd'hui. On a énormément de cotisations, on a énormément de fiscalité. En fait, la Macronie prend tous les systèmes économiques possibles et prend systématiquement les mauvais côtés de chacun. C'est-à-dire qu'on a un État qui intervient énormément dans l'économie, et il y a de plus en plus de gens qui sont précaires. La schizophrénie économique macronienne est incroyable. C'est pour ça que ça m'a beaucoup étonné que les Républicains soient aussi... bon, c'est une question d'opportunité. On est opportuniste ou on ne l'est pas. Les Républicains, ils ont choisi leur camp, c'est un parti de gouvernement. Mais ça m'a beaucoup étonné parce que les Républicains, ils ont pas arrêté de tailler Macron depuis ces 7 dernières années, ils ont pas arrêté de le tailler sur le fait qu'il était extrêmement dépensier. Et que les Républicains, généralement, ils aiment pas un État qui dépense trop. Donc ça m'a très surpris qu'ils rejoignent le gouvernement de Barnier aussi facilement. Et l'Europe, ça fait très longtemps que l'Union européenne a décidé de fermer sa gueule par rapport à la France, par rapport aux dépenses. Parce que ça sert à rien. Ça sert à rien. Les pays restent des pays souverains et européistes. Celui qui veut bien se laisser berner. Donc voilà. C'est mon avis par rapport à cette situation. Donc, il a poursuivi, expliquant que le travail, donc, on reprend la lecture, le travail de Monsieur Armand
d'après lui, serait désormais de faire en sorte que les prélèvements éventuels qui pourraient être mis en place par ce nouveau gouvernement n'entravent pas la croissance du pays, n'entravent pas la création d'emplois. Concernant une éventuelle hausse des prélèvements pour certaines entreprises dont le patron du MEDEF, Patrick Martin, s'est dit prêt à discuter sous condition, le ministre a répondu « Nous allons y travailler avec lui, avec l'ensemble des entreprises de toutes les tailles, avec évidemment les partenaires sociaux ». Ok, c'est génial. Ça, il a la classique phrase de nous allons travailler, nous concerter, une politique de consensus. Mais ta gueule, c'est bon, on a tous compris. On a tous compris qu'on est dans un état où le président fait ce qu'il veut. Faut arrêter avec ces questions de nous allons négocier. C'est bon, ça fait très cool ça mâche le travail de ton cabinet de communication. Ça s'arrête là. Comment faire pour que il y ait des nouveaux prélèvements mais qui n'entravent pas la création d'emplois? C'est très marrant parce que typiquement ça c'est ce que dirait un gouvernement de gauche. Ce n'est pas du tout ce que dirait un gouvernement libéral, un gouvernement de centre, voire même un gouvernement de droite. En gros, c'est que là la France a besoin de recettes. Et avec les confinements désastreux qui étaient la pire idée du gouvernement que le gouvernement ait eu, avec les confinements désastreux, ils ont été obligés de maintenir l'économie sous perf. Donc l'augmentation des impôts des particuliers, voilà. Alors, pour la question de la fiscalité, c'est la question pour laquelle on n'a jamais eu de réponse claire d'un ministre de l'économie, historiquement. Interrogé sur un possible gel des barèmes de l'impôt sur le revenu, il a rappelé que le Premier ministre avait très clairement dit que nous n'allions pas alourdir la fiscalité de celles et ceux qui travaillent, qui appartiennent à la classe moyenne au sens large. L'action que nous menons depuis plusieurs années, c'est que le travail paye. Et donc celles et ceux qui pour vivre n'ont que leur revenu, n'ont que leur salaire et qui ont des difficultés à se loger, à se nourrir, ne peuvent pas être pénalisés, a-t-il ajouté. C'est pas parce que toi tu décides de pas les pénaliser qu'ils sont pas pénalisés en fait, avec l'inflation monstrueuse. C'est l'inflation monstrueuse qu'il y a eu. Il y a des ménages qui travaillent, qui ont des gosses, qui payent leurs impôts, qui ont malheureusement assez peu d'aide de l'État parce que ils travaillent. Ça qui est génial en France, c'est que tu as quand même des situations, et moi je suis le premier concerné quand tu es étudiant, c'est que ceux qui bossent, ils ont moins d'argent que ceux qui bossent pas. J'arrête là, on va me prendre pour random néolibéral, machin truc, mais c'est bien d'avoir un gouvernement, c'est très bien d'avoir un État qui met en place des minima sociaux, un État qui permet aux gens qui sont tout en bas de l'échelle de vivre un peu dans la dignité, je déteste cette expression, de vivre correctement, c'est très bien, sauf que qu'importe ce qu'en dit Macron, ce qu'en disent les gouvernements successifs, c'est quand même un État tu te retrouves quand même avec des situations, et ceux qui en travaillent, dites-moi en commentaire si je me trompe, parce que je pense pas du tout me tromper là-dessus, c'est que tu as des situations où Pôle emploi va te dire de pas travailler, de pas prendre un temps plein, et ils vont te dire de cumuler le chômage et un travail en temps partiel, parce que tu peux, et parce que tu auras des revenus plus élevés et moins imposables que si tu travaillais à temps plein. C'est désastreux. Je comprends pas pourquoi un gouvernement qui se dit libéral, enfin qui se dit un gouvernement qui veut aller dans cette lignée dont on va réduire les dépenses, on va réduire les charges, on va réduire machin truc, politique d'austérité, pourquoi est-ce qu'ils font rien contre ça? C'est peut-être le poids de l'administration, je ne sais pas. Donc on a fini avec cet article. Donc cet article qui disait que la France était très attractive. Sur le chômage, oui, le chômage est bas, sauf que si on a un chômage bas pour un marché du travail qui est extrêmement précaire, avec un SMIC qui ne permet pas à des gens de boucler les fins de mois, c'est gravissime. On a cet article de Marianne sur lequel je vais revenir quand je vais parler d'industrie, donc la réindustrialisation patine en France, le point en 3 graphiques, donc l'emploi qui est en berne, les créations d'emplois, la production industrielle, la mauvaise pente de l'Europe, etc. Enfin, je vais pas vous divulguer ce que je vais dire quand je vais aborder ce thème, mais le problème en France, c'est que, en fait, ce qui m'a beaucoup agacé quand le ministre de l'économie a comparé la France avec l'Allemagne, ce sont deux économies qui structurellement n'ont rien à voir. Ne parlons même pas de la conjoncture. Structurellement, elles n'ont absolument rien à voir. L'Allemagne est très, très, très industrialisée comparée à la France. La France, c'est une économie de services. Essentiellement, ce sont des services. Par rapport au marché du travail, il y a assez peu d'ouvriers en France. Ouvriers, c'est-à-dire, en tout cas, les ouvriers qui sont là, ce sont des ouvriers qualifiés. C'est pas un job qui est ouvert à tout le monde. Il faut une formation, une expertise, un certain degré d'expérience. L'Allemagne, c'est l'inverse. C'est très, très, très industrialisé. En Allemagne, pour tout vous dire, ce qui est valorisé après le bac, ce sont les filières professionnelles.
c'est l'inverse en France. En fait, en France, vas-y, fais un truc généraliste, fais un truc intellectuel, fais un truc pour devenir CSP, CSP+. Aujourd'hui, cadre, ça veut plus dire grand-chose. L'Allemagne, ça n'a rien à voir avec l'économie française parce que ils ont compté, quand ils ont dit que la France était particulièrement attractive, ça m'étonnerait pas qu'il y ait des magouilles pour s'arranger un peu avec la vérité des résultats. Mais quand on dit que la France est très attractive, c'est en nombre de projets. Le nombre de projets en France, forcément, il sera plus élevé que dans d'autres pays, surtout l'Allemagne, qui est un pays industriel. Une économie de service, c'est une économie où il y a beaucoup plus d'entreprises. Un gars qui est tout seul en freelance et qui arrive à se faire moins de 36 700 euros par an, bah, il sera compté comme une entreprise. En fait, qu'importe le salaire, je donne juste un exemple au pif, mais il sera compté comme une entreprise. Au même titre que une grosse structure qui emploie 1000 personnes dans le département. Et quand tu relis ça avec le nombre de projets, bah, ça veut forcément dire qu'en France, c'est pour ça que c'est débile de compter avec le nombre de projets. Les projets, il va y en avoir beaucoup plus, parce qu'il y a beaucoup plus d'entreprises, parce que les entreprises sont plus petites, et les projets vont être d'ampleur bien inférieure à ce qu'on peut trouver dans un pays industrialisé comme l'Allemagne. Si la France était industrielle, ils galéreraient un petit peu à trouver pourquoi est-ce que la France... Enfin, si la France était plus industrialisée, les résultats n'auraient rien à voir. Il y aurait beaucoup moins de projets et la France ne serait pas la plus attractive. Surtout que ça compte uniquement les investissements étrangers, qui représentent une part mineure de tous les investissements qu'on trouve dans un pays. Alors oui, c'est pour mesurer l'attractivité, mais un pays peut être très attractif et pourtant avoir un résultat désastreux. Par exemple, avec le solde extérieur de la France qui a énormément augmenté, on est un taux historique, on est à 500 milliards de déficit commercial. Pas le déficit tout court, déficit commercial. Ça veut dire que la France importe 500 milliards de plus, 500 milliards d'euros de plus que ce qu'elle exporte tous les ans. C'est ce qu'on appelle un pognon de dingue. Voilà. On avait aussi un article de France Culture sur lequel je ne vais pas nécessairement revenir, puisque c'est globalement ce que j'ai déjà dit. Il y a un décrochage de la productivité, des investissements. La France a pris un retard. Ce n'est pas parce que la situation est désastreuse ailleurs que c'est pas désastreux en France aussi. C'est soit un désastre, soit une catastrophe. Ça peut être catastrophique ailleurs et désastreux ici. Donc, ce qui est génial, c'est que en philosophie, c'est très connu ça. Ça s'appelle un sophisme quand tu essaies de te dédouaner d'un propos en faisant une comparaison. Regardez, la France se porte très bien, c'est pire ailleurs. Non. Pire ou mieux, ça veut pas dire que la situation à l'instant T, dans le moment, enfin dans l'endroit en question, c'est-à-dire la France, ça veut pas dire que les choses se passent bien. Donc voilà. J'étais un peu brouillant dans cette vidéo, en tout cas. Dites-moi si ça vous intéresse que je parle. Visiblement, c'est mes vidéos que je fais sur l'économie marchent un peu plus. Mais dites-moi si ça vous intéresse, si vous voulez que je parle d'autres sujets. En l'occurrence, j'ai choisi de parler de l'industrialisation, de la réindustrialisation, de la politique industrielle en 5ème République. Ça pourrait être très intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez. Si la vidéo t'a plu, mets un pouce vers le haut. Franchement, on l'a testé en live. Ça aide de fou la chaîne en termes de référencement. Un commentaire aussi. Si t'as rien à dire, dis-moi ce que t'as mangé, ce que tu comptes manger ce midi. Et sinon, partage aussi la vidéo à tes potes si tu penses qu'il y a des gens qui ont besoin d'une piqûre de rappel pour éviter une antidote contre la propagande macronienne sur l'économie. Voilà, on se dit à demain pour la prochaine vidéo. Et allez checker mon compte TikTok, je devrais peut-être mettre un QR code. Allez checker mon compte TikTok, je parle essentiellement d'histoire, pas de politique, juste de l'histoire, des tops et des trucs de divertissement assez classiques. Voilà. On se dit à demain pour la prochaine vidéo. Salut!